Freezing cold in ancient years old. You the cold maze, say one freezing cold in ancient years old. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que ce soit vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. D'un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors je fais, oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimond et je suis comme toujours accompagné de la version française de Laura Palmer. J'ai nommé Laure Palmier, alias Lou Bobin. Bonjour Lou. Bonjour Julien. Alors pour ce nouvel épisode des Bobines, nous allons faire une petite pirouette, comme on l'avait fait cet été avec la série des Bobines de Carpenter. Et nous allons parler aujourd'hui des Bobines de David Lynch, à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition. Alors que ce soit par ses rencontres ou via certaines de ses héroïnes devenues mythiques dans l'imaginaire collectif, ce cinéaste Lynch fut entouré de bobines qui méritent qu'on s'y attarde. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir une autrice qui vient de sortir un livre sur David Lynch aux éditions Webec, avec ce titre curieux, Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou. C'est Nathalie Bittinger. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors Nathalie, tu es maître de conférences en études cinématographiques à l'université de Strasbourg, spécialiste du cinéma asiatique, comme en témoignent tes ouvrages comme le Dictionnaire des cinémas chinois, Hémisphère, Maisonneuve et La Rose, ou Au Pays des Merveilles, trésor de l'animation japonaise, toujours chez Webec, qu'on arrive désormais à prononcer. Mais tu n'es pas en reste non plus sur le cinéma américain, car tu as étudié l'histoire avec un grand H des US. Il était une fois l'Amérique à l'écran, ou le très beau John Carpenter, American Horror Story, toujours chez Webec. Et enfin, le fameux Gardez l'œil sur le donut et pas le trou, sur David Lynch, comme diraient certains. Mais où trouves-tu toute cette énergie? Non. Nathalie. Passion du cinéma qu'on partage ici et du coup j'ai toujours envie d'écrire et de rendre hommage à mes cinéastes préférés et alors avec la mort de David Lynch je pense qu'on a été nombreux à être tristes et du coup j'ai envie de continuer le dialogue avec lui par-delà la mort et de retrouver sa voix si pétillante. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de donut ? Alors en fait, c'est une boutade que David Lynch répétait très souvent et c'est la phrase que sa famille a choisie pour annoncer son décès sur Facebook. Alors, version simple, ça veut sûrement dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais en fait, David est un peu plus précis. Pour lui, le donut, c'est comme la création. C'est la seule chose qui est entre nos mains et qu'on puisse maîtriser. Tout le reste est littérature. La vie est immaîtrisable et du coup, il invitait à se concentrer sur le travail créatif, à lui donner le plus de saveur possible. C'est beau. Mais j'avais pas pensé à tout ça quand j'avais vu le donut. Quand je vois un donut, je ne pense pas à tout ça, à la vie, à l'art, au cinéma. Alors après, bien sûr, David adorait manger et vous savez que sa filmographie est parsemée de moments de nourriture hilarants. Et donc, il y a aussi Dale Cooper, le détective de l'étrange de Twin Peaks, qui adore manger ses donuts. C'est vrai, il est tout excité. Comme tout bon flic US. Ouais. Alors, avant d'évoquer les bobines donc, de Lynch, Nathalie, je vais te demander tout simplement, rapidement, c'est quoi le cinéma de Lynch? Tu l'as dit, c'est des donuts, c'est Dale Cooper, mais c'est quoi en fait? Alors, Lynch, c'est un cinéaste excentrique, bizarre, qui nous a offert des visions fantasmatiques et cauchemardesques assez dérangeantes parfois. On peut penser au bébé alien d'Eraserhead, au magnifique Elephant Man, qui est un monstre, mais à dimension tellement humaine. Bref, il a marqué la psyché de générations de spectateurs. Et ce qui est peut-être le plus marquant et que l'on retrouve dans ses films, c'est qu'il avait un côté duel, à la fois une personnalité solaire, il était poli, drôle, il aimait la vie, il pratiquait la méditation, mais il était attiré par le côté sombre de l'existence. Et cette dimension bipolaire se retrouve dans toutes ses œuvres. Derrière la beauté, il y a déjà la pourriture et la mort au travail. C'est vrai qu'à chaque fois, on pense toujours, quand on pense à Lynch, on pense à des espèces d'images, de rêves, de cauchemars et tout. Et c'est vrai que quand on revoit à chaque fois ces films, on se dit, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'humour.
complètement. On peut vraiment penser au dernier plan de Blue Velvet, où toute la famille est réunie après cette traversée cauchemardesque du pire de l'Amérique schizophrène, un cauchemar collectif, avec beaucoup de violences faites aux femmes, on aura l'occasion d'y revenir. La famille est réunie, Jeffrey, joué par Kyle MacLachlan, est avec Sandy, la blonde et belle et pure Sandy, jouée par Laura Dern. Mais la dernière image, douce, amère, c'est ce rouge-gorge sublime, mais qui est en train de becqueter un asticot. Which actor, actress do you wish you had worked with? Marilyn Monroe. That would have been a kick, for sure. Alors là, c'est un petit extrait de Lynch qui répondait à une interview télé. Et donc, on lui demandait avec quel acteur vous auriez voulu tourner. Et c'était la réponse Marilyn Monroe. Ça aurait été un super film, dit-il. Avant de rentrer dans le sujet et de parler des autres bobines de Lynch, on va peut-être s'attarder sur cette figure de Marilyn Monroe qui, a priori, est centrale dans son œuvre. On est d'accord, ça ne vient pas tout à l'esprit. C'est l'icône de la femme sublime, innocente, glamour hollywoodien et qui a été infiniment fragilisée par la violence de ce milieu. Donc ça représente bien cette dimension duelle que j'évoquais. Donc la blondeur virginale, la pureté, et elle va être souillée, salie. Et il y aura beaucoup d'icônes sacrifiées, profanées dans le cinéma de Lynch. Et il y aura aussi des duos féminins magnifiques qui incarnent ce mystère Marilyn Monroe, à la fois cette beauté glamour et cette vulnérabilité. Donc on peut penser en couple de blonde et brune à Sandy et Dorothy Valence de Blue Velvet, jouée par Isabella Rossellini, ou aux deux héroïnes de Mulholland Drive. Mais la petite anecdote qui peut vous intéresser, c'est qu'avant de se lancer dans Twin Peaks, quand il rencontre Mark Frost, il bosse sur plein de projets dont beaucoup tombent à l'eau, et il veut faire The Goddess, une adaptation de The Goddess, qui est un roman écrit par un Irlandais et qui laisse entendre que la mort de Marilyn est liée à la famille Kennedy. Évidemment, les producteurs ont reculé, c'est trop C'était tôt déjà, c'est les années 80 alors, ouais, c'est ça. Dans les années 80, il avait ce projet. Fin 80, donc juste avant Twin Peaks qui sortira en 90. Mais du coup, l'affiliation est parfaite parce que Laura Palmer, son l'égérie lynchienne par excellence, c'est justement cette blondeur profanée, souillée, qui s'inscrit dans toute une lignée de stars hollywoodiennes que les hommes ou la vie ont maltraité. Oui, c'est Marilyn Monroe, en fait, c'est pour lui, c'est l'icône, enfin c'est Hollywood, simplement, elle symbolise Hollywood avec tous ses travers et son côté sombre aussi. Oui, et donc toutes les femmes sacrifiées, les héroïnes tragiques. C'est vrai, c'est vrai. Et ce dont on parlait avant l'émission, c'est aussi la proximité avec le cinéma d'Hitchcock, avec ce côté, la blonde, la brune, la fascination qu'Hitchcock avait pour les femmes blondes, sauf Marilyn pour lui, qui voulait vraiment pas faire tourner. Mais c'est vrai qu'on... Il voulait pas la faire tourner, il l'a dit, alors, ça il disait... C'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit pas... Hitchcock n'a jamais voulu faire tourner Marilyn parce que lui, ce qu'il aimait, c'était les blondes hitchcockiennes, donc c'est la beauté froide, la blonde froide, et il disait que Marilyn Monroe avait le sexe affiché sur le visage, donc lui, ça ne l'intéressait pas toujours subtil. Physiquement. Voilà, ça c'est dans le bouquin Hitchcock-Truffaut, je ne l'invente pas. Mais donc il voulait pas forcément tourner avec elle, et on évoquait tout à l'heure le pilote de Twin Peaks, où il y a vraiment des actrices qui sont des clones de personnages de films d'Hitchcock, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors David Lynch, c'est qui finalement ce petit David? Il a commencé par où, Lou? David Lynch, il vit quand même grandit dans l'Amérique des années 50. Il est dans une ville où c'est vraiment le cliché de la petite ville de province américaine. Il disait on peut faire du vélo la nuit. Étant enfant, on risque pas de se faire égorger, mais il n'est pas du tout dans un milieu artistique. Et il va faire la rencontre du père d'un ami qui est peintre, et il va vouloir devenir peintre. Et en fait, c'est ça son entrée dans le milieu artistique. Il veut être peintre, et à un moment, il veut faire des tableaux en mouvement. Il n'est pas encore sûr qu'il veut faire du cinéma, il veut faire des tableaux en mouvement, et il va passer par toute une série de courts-métrages, tableaux en mouvement expérimentaux, avec de l'animation. Peut-être que tu veux rajouter sur cette période. C'est exactement ça, c'est passionnant. Ce que je trouve passionnant quand on s'attache à sa biographie, c'est que c'est vraiment un petit gars de l'Amérique profonde. Donc il naît à Missoula, Montana, son père déménage beaucoup, donc il fait plein de villes de l'Amérique profonde, et là il y voit des ciels bleus, des palissades blanches. Mais son père est ingénieur des eaux et forêts, et du coup, il parcourt les bois et il est déjà hyper intéressé par l'érosion, la nature qui est gangrénée, la pourriture. Donc, il fait des expériences sur les animaux morts, et je trouve que ça éclaire les visions
cauchemardesques extrêmement fortes, voire un peu violentes que l'on trouve dans son cinéma. Oui, il était à deux doigts de devenir un serial killer, David Lynch. Il aurait pu prendre une autre voie. Hein. Il aurait pu être taxidermiste, Ah ouais, peut-être. ouais. Mais son ami Jack Fisk lui dit heureusement que David a le cinéma pour extérioriser tous ces fantômes ou ces idées noires, sinon il aurait pu tuer quelqu'un. Ah oui, c'est vrai qu'on voit c'est une ça- phrase vraie. Hein. Quand on voit sa bio, c'est vrai qu'on se dit, oh là, on dirait Jeffrey Dahmer. En fait, non, pas du tout. Pas c'est du David tout, Lynch. mais c'est vrai que quand il commence à peindre, c'est sa première femme qui le raconte dans des interviews. Elle dit au départ, il peignait des choses plutôt classiques. En fait, c'était pas très bon. Et à partir du moment où il va se mettre à vraiment chercher dans les profondeurs de son âme et faire ressurgir tout ce que tu dis par rapport à ce grand thème de la putréfaction, les choses en décomposition, là, il va se révéler et il va faire une école de cinéma dont le nom m'échappe, mais peut-être que tu... American Institute Film, il va faire... dans lequel il va avoir 4 ou 5 années pour tourner Eraserhead. On le laisse dans un coin tranquille, dans des vieilles écuries, et alors il y va à fond. Et il y a deux peintres, je trouve, qu'il aime beaucoup et qui éclairent aussi toute son œuvre. C'est toujours la dualité entre le merveilleux et le terrible. C'est Francis Bacon et Edward Hopper. Exactement, Edward Hopper pour les clichés de l'Americana, donc la tarte qui sort du four avec une gentille maman, etc. Ça, c'est ce que Lynch aimera démastiquer à l'ouverture du générique de Blue Velvet, où on a les roses rouges sur palissade blanche, puis il va plonger sa caméra sous terre et on va avoir des insectes grouillants. Ça, c'est tout Lynch, et c'est donc Edward Hopper d'un côté. Et puis, quand on gratte la surface, c'est plutôt du Francis Bacon. Et en même temps, ce premier film, Eraserhead, dont tu parlais, va lui permettre de se faire repérer quand même par un gros producteur auquel on n'aurait pas forcément pensé, puisque c'est Mel Brooks à qui on doit les producteurs, Spaceball, toutes ces comédies délirantes, qui se dit ce mec-là, il faut que je le chope pour son deuxième film, parce qu'il faut pas le louper. Et il va faire un premier film de commande, peut-être dont tu peux nous parler brièvement. Oui, en fait, il cherche après Eraserhead, qui a donc eu un sacré retentissement, mais dans un milieu très particulier, c'est le milieu des Midnight Movies. C'est même le dernier Midnight Movies qui marche. Donc en fait, c'est à une époque où il y a la contre-culture, ça bouge artistiquement les milieux underground, et c'est pour tous les films un peu bizarres. Ce qu'est Eraserhead, aussi génial soit-il. Oui. C'est bizarre. Et, en fait, c'est son ami producteur Stuart Kornfeld qui lui donne le scénario. Elephant Man, ça lui parle immédiatement, d'après une histoire vraie. Et en fait, Mel Brooks est OK pour prendre cet inconnu David Lynch après avoir vu Eraserhead, où il dit « Putain, David, t'es génial, je t'aime, tu fais le film ». Et là, David Lynch aura du mal à gérer des grands acteurs qui lui font un petit peu la vie dure, et il se met à reconstituer l'Angleterre victorienne du 19e siècle. Mais la trajectoire de son Elephant Man, même si c'est un film de commande plus classique, va bien avec toutes ces monomanies autour du corps monstrueux, de la déflagration, les explosions, les vieilles usines. Oui, parce que dans ce film, il y a quand même Anthony Hopkins qui le traitait un peu comme un débile sur le tournage, paraît-il, et qui, 30 ans plus tard, lui a écrit un courrier en disant vraiment, je suis désolé, j'étais un con à l'époque. Il y avait aussi... Il était très con à l'époque, je crois. Il était très alcoolisé et très con. Il y a aussi John Gielgud, qui était un des plus grands acteurs shakespeariens anglais. Enfin, oui, c'est vrai, quand et on la voit femme de Mel Brooks, Anne Bancroft, qui est magnifique dedans. Magnifique. Encore une fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se dit que finalement, c'est un casting qui ne va pas après avec le reste de son univers. Well, Mr. Treves tells me that you're in the theatre. Do you live there? Oh, no, Mr. Merrick, I just work there. Well, it must be wonderful just to work there. Is it beautiful? You've never been? I'm afraid not. Oh, Mr. Merrick, you must go. The theatre's the most beautiful place on earth. Of course, I am a bit partial. Deuxième tentative hollywoodienne, puisque après il y aura Dune, qui va être un échec où on va charcuter son film. Une catastrophe pour lui, il n'a pas le final cut, il veut absolument sa liberté créative et il ne l'abandonnera plus jamais. Et du coup, tout ce qui fait la patte de Lynch, sa singularité, les producteurs sont là pour essayer de la couper. Alors il reste quelques-uns des débordements typiquement lynchiens, mais ça a été réduit à peau de chagrin et on lui a imposé plein de trucs.
Et donc après, après on sait la suite, Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks. On va y revenir bien sûr parce que c'est là où naît vraiment les bobines de Lynch. C'est vraiment dans ces films-là. Donc revenons juste à sa début et abordons les femmes qui entourent Lynch. D'abord, il va expérimenter, on l'a dit, Lou, avec des courts-métrages, notamment avec sa femme Peggy Lynch, sa première femme. Il va écrire The Alphabet, où une femme récite l'alphabet, je crois, c'est tout simplement. Oui, mais Lynch détestait l'école et donc cet apprentissage forcé est un vrai cauchemar. La personnage jouée par Peggy Lynch, elle est cadavérique et elle finit par avaler les lettres puis recracher du sang. Bref, c'est déjà torturé. Après, il y a The Grandmother, donc encore une figure féminine, The Grandmother. Génial, là c'est un gamin maltraité brutalement par ses parents qui du coup va faire germer à partir d'une graine une grand-mère réconfortante, rédemptrice. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc on va basculer dans la vision de l'enfant qui est un écorché vif, et là, le réel et l'illusion vont se brouiller. Mais du coup, cette grand-mère, elle est très réconfortante, mais elle naît dans un engendrement monstrueux. C'est un mélange de racines, d'organique, de végétal, d'animal. C'est très bizarre. Ça commence bien déjà. Hein. Et The Amputee, qui est aussi assez intéressant. Là, je crois que c'est plutôt un film presque d'expérimentation technique. Presque. Exactement. Et c'est avec Catherine E. Coulson, qui est une femme amputée, qui lit une lettre pendant qu'un infirmier, qui est joué par Lynch apparemment, de dos, lui change les pansements de son membre raccourci. Alors, on est déjà dans effectivement, avec ces 3 films, dans l'univers fantasmagorique et avec toujours des femmes devant la caméra. Oui, et là, on voit toute la bizarrerie de Lynch qui dit que un de ses grands-pères était amputé, donc il a une fascination pour les sparadraps. Il donne la scène à Catherine Coulson, qui est son assistante sur Eraserhead, parce que The Amputee est tourné lors d'un arrêt de Eraserhead. Et Catherine Coulson va devenir fondamentale dans son œuvre et on la retrouvera inoubliable en Dame à la bûche de Twin Peaks. Oui, parce que tu l'as dit rapidement, effectivement, Eraserhead a été tourné sur 4 ans. Tous les week-ends, dès qu'ils récupéraient un peu d'argent, hop, ils tournaient une scène, etc. Donc ça a été tourné sur des petits week-ends comme un film étudiant, mais le résultat est fascinant. Ah oui, complètement. Il y a eu des problèmes pour trouver la fin des financements, mais c'est aussi ce génie créatif qui naît de conditions assez difficiles et d'un petit budget où du coup ils se donnent tous comme des tarés. Lynch construit lui-même tous les décors, etc. Alors, on a parlé de Peggy Lynch dans son premier court-métrage. Donc, il a eu pas mal de femmes quand même, Lynch. Lou, Oui, il a été marié plusieurs fois, bien qu'il dise dans des interviews qu'il n'avait absolument pas envie de se marier et d'avoir des enfants, mais que parfois les circonstances faisaient que, quand même, il fallait se marier et avoir des enfants. Il va avoir une fille avec sa première femme, si je ne dis pas de bêtises. Oui, qui est réalisatrice aussi, d'ailleurs. On en apprend, c'est le but du podcast aussi. Mais il a été marié bien sûr à Isabella Rossellini, sur laquelle on va revenir plus tard. Mary Fisk, la sœur de son ami et collaborateur Jack Fisk. Mais celle dont on va parler maintenant, qui quand même fait vraiment partie de la construction de son œuvre, c'est Mary Sweeney, qui a été sa monteuse. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur... Et il faut du courage pour être la monteuse de David Lynch. Il faut bien le comprendre. Du coup, une petite anecdote avant sur Peggy Lynch. Elle dit quand ils se séparent que c'était un job à part entière que d'être la femme de David Lynch et qu'elle l'aime beaucoup, mais qu'elle a simplement quitté son job. Et oui, d'accord, ok. Il raconte que pendant la période philadelphienne, à Philadelphie, il était agoraphobe et il envoyait Peggy et la petite Jennifer, qui n'avait qu'1 an, lui chercher les films au labo parce qu'il ne voulait pas sortir. Ah oui, d'accord, ok. Mais effectivement, Lynch est un séducteur, il a eu des grandes histoires d'amour. Et Mary Sweeney, c'est son assistante, sa collaboratrice d'abord, et puis ensuite ça va être la compagne, l'âme sœur, qui va en tout cas partager plus de 15 ans de sa vie. Donc elle commence à être sa monteuse sur Blue Velvet, elle devient sa productrice sur Lost Highway, et elle va vraiment faire un très long bout de chemin avec lui, jusqu'à Mulholland Drive, où là, il tombe amoureux de Emily Stoffel, qui sera sa dernière femme. Petite anecdote qui dit quelque chose de Lynch, c'est que juste avant de se séparer de Mary Sweeney pour Emily Stoffel, il épouse Mary Sweeney pour qu'elle ait, je ne sais pas si c'est bien dit, une compensation financière, mais que tout son travail ne soit pas... Et moi, je trouve ça assez beau. Après, on va en reparler. Je vais t'épouser pour te larguer derrière. Non, mais elle savait, ils étaient déjà plus ensemble, mais il ne l'a pas laissé comme ça dans la nature. Voilà, ça dit quelque chose de lui. Et donc, peut-être le plus important, je redeviens sérieuse, c'est que c'est grâce à Mary Sweeney qu'il va faire son unique film solaire, une petite note claire, rectiligne, bien loin des dédales narratifs de Lost Highway ou Mulholland Drive ou Inland Empire. C'est grâce à Mary Sweeney qu'il fait une histoire vraie.
d'après une histoire vraie, celle d'un vieillard qui, pour se réconcilier avec son frère à l'article de la mort, il va traverser sur sa tondeuse à gazon au moins 2 États des États-Unis. Et c'est une fable solaire. En fait, ce qui se passait, c'est que Mary Sweeney avait adoré cet article qu'elle avait lu dans le New York Times. Elle se met à coécrire un scénario. Et Lynch, au départ, ça ne l'intéresse pas du tout, mais il l'encourage, elle dit. Et en fait, quand elle lui donne à lire le scénario fini, il dit il y a tellement d'émotions, je veux le faire, je vais le faire. Et Mary Sweeney, son importance, c'est qu'elle a toujours cherché des projets qui auraient pu faire ressortir l'autre facette de Lynch, qui n'est pas que ténèbres, mais aussi poète, sensible, etc. Et assez premier degré, finalement, assez classique, effectivement. Complètement. Avec dedans Sissy Spacek, qui est une amie aussi de longue date de David Lynch. C'est grâce à Sissy Spacek, qui était mariée avec son meilleur ami Jack Fisk, que Eraserhead a trouvé les derniers financements. Elle venait de sortir de La Balade sauvage, et donc elle joue un magnifique personnage de femme bègue dans une histoire vraie. Et leur relation est superbe. Alors là, on entend la voix de Isabella Rossellini. Je ne sais pas si c'est elle qui chante vraiment, ça je ne sais pas. Mais... Si c'est elle, ah ouais, d'accord. Je peux raconter. Bien sûr, c'est dans Blue Velvet. En fait, au départ, elle a énormément de mal à chanter, ou elle apprend pas la bonne version de Blue Velvet. Et du coup, c'est par ce biais-là que Angelo Badalamenti débarque pour tenter de rattraper le coup. Et ça va être ce duo et cette amitié formidable. D'accord, parce qu'effectivement, on l'a dit, Lynch est un collaborateur plutôt fidèle. En tout cas, il aime bien s'entourer de ses équipes et il est plutôt fidèle. Comme Jack Nance. Tu me le donnes, le Kyle MacLachlan, que je n'arrive jamais à prononcer, mais qui est de tous ses films. Je vous invite à le suivre sur Instagram, parce que c'est une personnalité vraiment marrante. Voilà. Qui ça? Kyle MacLachlan. Voilà, qui est très rigolo. Effectivement, on parlait du compositeur Angelo Badalamenti. Et bien sûr, une des actrices qui va traverser son œuvre, peut-être plus que d'autres, qui est bien sûr Laura Dern. Peut-être que c'est elle qui aura les plus beaux rôles de la filmographie de Lynch, finalement. Oui, et puis de 86 Blue Velvet jusqu'à Inland Empire en 2010 ou 11, je ne sais plus. Oui, Laura Dern qui est sublimée sous la caméra de Lynch dans Blue Velvet, où elle joue la douce et blonde et solaire Sandy, qui est un peu l'archétype de la lycéenne américaine, la petite copine rêvée, et elle va fonctionner en miroir et en duo, en contrepoint avec la ténébreuse femme fatale, très vulnérable et fragile, que joue Isabella Rossellini, à savoir Dorothy Valence, en hommage au magicien d'Oz, mais un magicien d'Oz un petit peu vérolé par les pires travers de la nature humaine, puisque Isabella Rossellini va être confrontée à l'un des pires monstres de David Lynch, c'est Frank Booth, qui la maltraite, la viole, la violente, tout en tirant comme un dégénéré sur son respirateur artificiel. Et donc, on a 2 héroïnes. Donc, on retrouve Hitchcock, la douce brune, blonde, et la ténébreuse femme brune. Elles vont être en miroir l'une de l'autre. Et au milieu, on aura donc Jeffrey, qui est la figure de l'innocence, qui va être entraîné dans l'arrière-monde vérolé. Ça encore, c'est un grand thème de Lynch. Il va passer de l'autre côté du miroir et il va être confronté vraiment aux pires pulsions de l'homme, à une sorte de cauchemar. Oui, d'ailleurs, il commence en se baladant dans un parc, une belle journée ensoleillée. Il découvre par terre une oreille sanglante. Une oreille coupée, exactement. Coupée. Mais ce qui est intéressant sur Laura Dern dans ce premier rôle, c'est qu'à la fin, malgré l'infidélité de Jeffrey qui sera tiraillé entre la blonde et la brune, elle lui pardonne. Et Sandy, c'est celle qui faisait le rêve de ces millions de rouges-gorges libérés et répandant une aura lumineuse partout. Et c'est donc la figure que l'on retrouve à la fin, le rouge-gorge avec l'asticot dans le bec. Non, c'est vrai qu'elle est déjà... C'est un de ses premiers rôles, hein, je crois, Laura Dern. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle est... Elle crève l'écran là-dedans. Elle crève l'écran. Parce que justement, elle a un physique particulier. Elle est très grande, elle est très élancée, elle est très belle. Et puis là, elle est très très blonde, donc elle vient en contrepoint d'Isabella Rossellini. Alors, Laura Dern, c'est pas n'importe qui quand même, c'est la fille de quelqu'un de connu. C'est la fille de quelqu'un du milieu. D'ailleurs, les 2 héroïnes sont quand même les filles de quelqu'un du milieu. À savoir que Laura Dern, c'est la fille de Bruce Dern, qui était une star des années 70, qui a joué chez Hitchcock comme par hasard, dans On achève bien les chevaux, Retour d'LHB. Et bien sûr, Isabella Rossellini, qui n'est autre que une des filles de Roberto Rossellini et d'Ingrid Bergman,
qui est d'ailleurs le sosie d'Ingrid Bergman, mais ça m'a toujours vraiment frappé, qui sont quand même des gens qui sont quand même des enfants de la balle et qui vont se... Oui, il y avait déjà des Nepo Baby à l'époque. Il y avait déjà des Nepo Baby, mais qui vont se lancer dans un cinéma quand même très loin de ce qu'auraient pu faire leurs parents. Mais Laura Dern est aussi la fille de Diane Ladd, je ne sais pas comment on dit, Diane Ladd, qui est certes moins connue peut-être, mais qui a eu une importance dans le cinéma. Elle a joué dans Alice n'est plus ici, dans le Sapin les boules, dont on avait parlé l'émission de Noël. Une émission précédente, ouais. Le fameux film. Tu connais le Sapin les boules? Oui, bon, tu le conseilles ou pas? Non. Et donc Diane Ladd qui va jouer aussi la mère de Laura Dern après dans C'est Laura et Lou, là. Oui, ce qui est formidable avec Laura Dern, on voit tout son talent d'actrice, c'est qu'elle passe de la douce Sandy à un rôle beaucoup plus trouble, passionnant. Donc c'est Laura et Lula, Palme d'Or en 90. Et là, elle joue effectivement avec sa mère dans la vraie vie, Diane Ladd, mais donc ce personnage-là dans la fiction, c'est vraiment la marâtre sorcière qui fait tout pour assassiner Sailor, qui est joué par Nicolas Cage, amoureux de Lula, parce que c'est quand même un road trip détraqué d'un couple d'amoureux fous dans un monde sanglant et déglingué. Et donc, sa mère joue vraiment une sorcière. Ah oui, quoi. elle est terrible. Donc, là, c'est comme ça, mais je m'imagine jouer avec sa propre mère un tel rôle, c'est hilarant, c'est assez drôle. Non, d'ailleurs, moi, j'avais jamais vu C'est Laura, donc je l'ai découvert pour cette émission. Et c'est vrai que c'est comme toujours, on est décontenancé par le récit, parce qu'on s'attend à la balade sauvage, on s'attend à des films comme ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est des lieux qui n'existent pas. C'est construction étrange. Le personnage de Nicolas Cage est bizarre aussi. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va réagir. On comprend que c'est un cliché du bad boy. Elle, c'est un cliché aussi de la jeune fille, qui attend son homme, mais en même temps, il y a des images de flashback de son viol par son oncle et tout. Enfin, c'est très glauque, mais en même temps, c'est très drôle, comme toujours. C'est toujours le côté grotesque, ouais. Double facette, parce que à la fois, c'est un merveilleux couple qui s'aime à la folie. Il y a tout ce que tu dis avec on va traverser l'Amérique des gueules cassées, des motels pas possibles, des terrains vagues. Il y aura quand même Willem Dafoe qui joue Bobby Perrou avec un dentier affreux et qui manque de violer Lula alors qu'elle est enceinte. Parce que Lynch a quand même très très souvent dénoncé les violences, les viols, l'inceste faits aux femmes. Et sur ça, moi je trouve qu'il a été précurseur. C'est pas le seul, mais c'est important. Dans des scènes qui sont très dures à regarder, qui sont terribles, d'une tension folle. Bref, et en même temps, il y a un côté romantique, puisque Sailor, il chante à sa belle, qu'il aime tant, à Laura Dern, et il chante du Elvis. Du Elvis. Treat me like a fool, treat me pareil, ça. mean and cruel, but love me. Alors, on retrouve aussi Isabella Rossellini là-dedans, qui a un rôle assez particulier. J'ai pas trop compris quel était son rôle d'ailleurs, mais en tout cas, encore une fois, là, c'est la blonde Hitchcockienne, fatale. Oui, on la retrouve avec une perruque blonde, donc c'est assez drôle, et surtout dans un rôle là plus perfide, plus trouble. C'est un peu la grande prêtresse du désert, et elle trahit son prétendu ami Sailor au profit de Bobby Perou, et donc elle a un rôle bizarre, c'est excentrique, c'est abracadabrant. Bravo. Ouais. Ton grandesque, comme dirait Jacques Chirac. Elle fait un peu actrice d'Almodovar dans ce film. Ah oui, c'est vrai, un peu talon aiguille, c'est vrai. Avec les sourcils très marqués. Almodovar, je crois qu'il aime bien Marilyn Monroe aussi, si je dis pas de bêtises. Non, tout ça est très cohérent. On l'a dit, il y a quand même une Palme d'Or pour Sailor et Lula, donc ça lui amène une grande notoriété. Juste avant Blue Velvet, c'était pas évident, mais faut dire qu'il a été quand même pas mal aidé par une autre femme, c'est Pauline Kael, la célèbre critique dont on a fait une émission ici des Bobines. Pauline Kael c'est un peu grâce à elle que Blue Velvet est sorti des petits cinémas. C'est complètement ça. Et alors ce qui est drôle, c'est que Pauline Kael, qui faisait et défaisait les carrières, là elle a porté un coup de pouce terrible à Blue Velvet, qui ne trouvait pas son public. Les gens étaient beaucoup choqués par le côté extrêmement noir. Et elle a défendu le film dans une belle critique pour dire que c'était la noirceur de l'Amérique, mais une noirceur qui flirtait avec l'innocence, qui était toujours sur cette ligne de crête. Et elle défendait vraiment le film, qui du coup a été revu
à la hausse. À la hausse, grâce Oui, à ça. parce ouais, que c'est le vrai. public au départ, c'est pas du tout un cinéaste grand public, quoi. Pour en revenir à la sortie des Razorhead, tu disais ça fait partie des derniers vrais midnight movies, et je sais plus quel ami de longue date de Lynch disait aux premières projections, c'était à l'époque où il y avait le mouvement punk qui commençait à naître, Émerger, ouais. à émerger. Et en fait, il disait les gens qui sortaient de la salle ressemblaient un peu aux personnages dans le film. Il y avait une communauté qui se constituait, il me disait nous on était à l'extérieur, en fait c'est les mêmes. Donc c'est vrai que pour passer de ce côté quand même cinéma très niche à quelque chose de plus grand, de plus populaire, oui, Pauline Kael a beaucoup aidé. Mais Lynch est clivant et il le restera toujours. Il y a des gens que je connais bien qui me demandent je connais pas trop Lynch, je commence par quoi? Je fais attention à ce que je dis parce qu'on peut pas mettre Blue Velvet d'emblée entre toutes les mains. Et pourtant, je trouve que c'est assez parlant quand même comme film. Moi, je trouve ça génial. Je pense que si on n'aime pas Blue Velvet, on aura du mal à aimer la suite de ces films, non? Après, moi, j'aime le cinéma qui traite de l'ambiguïté de la nature humaine et en cela, Lynch a excellé. Mais il y a des gens où ils trouvent ça un peu trop violent. Mais après, il y a aussi les têtes que font les comédiens. Moi, je me souviens de l'avoir découvert au cinéma, Blue Velvet, et juste après qu'Isabella Rossellini arrive nue et tombe dans les bras de Kyle MacLachlan, il rentre dans la maison et Laura Dern fait une espèce de crise de nerfs où elle a un sourire inversé, elle fait un... Elle pleure de façon inversée. Dommage que vous n'ayez pas l'image, mais c'est vraiment... je m'étais dit, mais c'est quoi cette tête? C'est pas possible. Il y a un truc sur les expressions, surtout chez les femmes, je trouve, dans le cinéma de Lynch. Alors, je suis heureuse que tu aies cité cette déchirante scène où Isabella Rossellini est nue dans la rue, le maquillage qui est un masque pour elle, le masque du glamour qu'on lui impose, et tout d'un coup, en fait, ça coule et elle est dans... elle est nue, elle est dans la plus grande fragilité. C'est une scène qu'il a vue quand il était enfant. Et pour revenir à ce que tu dis, en fait, son travail avec les acteurs et avec les actrices, ce dont on parle là, il est formidable. Lynch, il travaillait énormément avec eux. Il leur disait des trucs bizarres comme plus de vent, ça veut dire plus de mystère. Et il essayait vraiment Et donc, il y avait une grande relation de confiance avec ses actrices, et notamment Isabella Rossellini, pour arriver à interpréter ça, sachant qu'elle est un peu scrutée par la caméra sous toutes les coutures. C'est difficile quand même. Ou plus tard, Naomi Watts, quand elle se masturbe devant l'équipe de techniciens dans Mulholland Drive, c'est quand même des performances. Scènes difficiles, ouais. Voilà. Et Lynch, en fait, les accompagnait, discutait avec elle. Enfin, c'était... Même si l'anecdote pas très drôle de mon point de vue féminin, c'est que à la scène de viol de Isabella Rossellini par... Denis Hopper, en tout cas les personnages, Lynch a éclaté d'un rire nerveux face à ce qu'il voyait. Il était déjà en couple avec elle. En tout cas, c'est vrai que de pas mal de cinéastes de cette époque-là, en tout cas Lynch, d'après les témoignages des actrices, elles n'ont jamais dit, même après sa mort, qu'il avait été inconvenant avec elle. Au contraire, non, au contraire, c'était... toujours très prévenant. On voit des images de making-of, il est adorable, il est doux. Adorable, bien sûr, d'une politesse... c'est ça en plus, très poli. Ouais. Non, ça se passait super bien, mais je veux dire, il en demandait énormément à ses actrices sur les scènes que je viens de citer, mais lui était, pour moi, à ce que j'ai lu, irréprochable. Alors, on parle beaucoup de ces actrices, mais elles ne seraient rien sans les magnifiques vêtement. habits, évidemment. Effectivement, la costumière Patricia Norris, à qui on doit les costumes d'Elephant Man, qui sont déjà d'une très très belle qualité, mais aussi de Twin Peaks. On parlait tout à l'heure effectivement de la façon dont les comédiennes étaient habillées. Moi, je parlais du pilote avec un personnage qui est habillé exactement comme Janet Leigh dans Psychose, un autre qui est habillé exactement comme Eva Marissin dans La mort aux trousses. C'est quand même quelque chose qui raconte beaucoup son cinéma. Et chez Lynch, alors peut-être que tu vas nous le confirmer, il y a quand même cette volonté, même dans des films contemporains, de ramener les années 50. Il y a une espèce d'univers parallèle où quand on voit ces films, on se dit mais il a un magnéto, donc on est en 90, mais il roule en Chevrolet rouge des années 50. Il y a tout un travail qui passe par le vêtement. Tu as tout à fait raison. C'est l'un des charmes de ces univers étranges qu'on ne sait pas toujours dater, avec à chaque fois des petits détails de costumes hallucinants. Souvenez-vous, là je suis de nouveau sur Blue Velvet, mais quand Dean Stockwell va chanter au micro In Dreams de Roy Orbison, il a un truc qu'on a du mal à dater, années 40, un truc à froufrou, un long porte-cigare. Donc il y a comme ça, par les costumes, des époques anciennes qui rejaillissent. Dans C'est l'or et Lula, c'est l'or, il est années 50 et tu as raison, c'est les années 50 souvent qui reviennent de ci, de là, parce que c'est l'époque de son enfance, c'est un baby-boomer, et il parle des années 50 comme d'un temps
ou de l'optimisme chromé. Il parle des grosses voitures de l'époque, avant la bascule de la contre-culture, du nouvel Hollywood et tout. Et donc il y avait un enthousiasme dans ces années-là et on va le retrouver ça et là. Ça donne un petit air nostalgique et ça lui permet aussi de jouer sur les clichés de l'Americana, de l'Amérique éternelle, intemporelle, qui ensuite il casse. Mais donc dans le pilote de Twin Peaks, les lycéennes, c'est des clichés sur pattes avec leurs petites jupes écossaises, leurs longues chemises. Et après, par contre, elles vont s'étoffer, s'enrichir, changer de visage. Et c'est encore un travail magnifique sur les acteurs. Il y a un changement avec le pantalon aussi qui va arriver beaucoup plus, au fur et à mesure des épisodes. Les femmes sont de moins en moins en robe. Enfin, il y a des petits détails. Exactement. Et il y a aussi un plan récurrent chez Lynch sur les chaussures rouges. Donc, par exemple... Comme Dorothy. Le magicien de C'est exactement ça. Mais après, on va le retrouver dans Mulholland Drive, dans Twin Peaks. Elles vont... Ça, donc on le doit quand même. Bon, évidemment, c'est l'imagination de Lynch, mais on le doit, donc on l'a dit, à Patricia Norris, Exactement. qui est une grande costumière, qui avait fait les Moissons du ciel, qui avait fait Victoria, qui est aussi riche en costumes, Scarface. Et donc effectivement, Lynch l'adorait à tel point qu'il disait presque. Il lui rendait hommage en disant que c'était presque elle qui avait amené l'identité de ses films. Il disait à chaque fois que les gens sortaient de la loge, c'était exactement ce que j'avais en tête. Et il a dit son cinéma lui doit beaucoup. Tout à fait, parce que créer une atmosphère un peu étrange, originale, singulière, c'est fou. Et ça va passer par les costumes, l'éclairage, des petits détails, mais qui à la fin comptent énormément. Donc, vu qu'elle a fait Elephant Man, il fallait quand même reconstituer une certaine ambiance de l'Angleterre victorienne, un côté Sherlock Holmes ou Jack l'Éventreur. Et tout ça est dû notamment au costume. Et le costume d'Elephant Man est inoubliable, notamment quand son visage est caché. Je veux dire, qu'il y a un trou dans le... C'est presque plus fort que le masque en lui-même que porte le comédien. Pour moi, c'est quasiment le plus fort, c'est ce costume... presque mal fait. Enfin, on aurait pu avoir deux. Non, il a juste un œil comme ça qui sort. Alors après, je ne sais pas si c'est beaucoup documenté sur la période, mais quand on voit, après c'est plus les années 20-30, il y a toute une série de photos qu'on peut trouver sur Internet, des fêtes d'Halloween aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, avec des costumes faits à la main d'enfants. Avec des sacs en craft, j'avais vu ça. Avec des trucs découpés. Et en fait, quand on voit le truc, c'est vraiment fait avec 3 bouts de ficelle et c'est bien plus flippant que n'importe quel. Ça, c'est génial, je ne l'avais pas perçu, c'est super. Et il y a toute une série de photos qui ressortent souvent sur les réseaux sociaux au moment d'Halloween. C'est vrai que j'avais vu ce truc-là, c'est très flippant. Clairement, on voit qu'il y a une inspiration. C'est pire que le masque de Michael Myers. Oui. Alors, Laura Dern, après, elle a quand même une carrière, mais peut-être un peu moins... On la connaît plus dans le milieu pop pour son rôle dans Jurassic Park, qui l'a vraiment établi dans la pop culture mondiale, mais à part effectivement Big Little Lies... elle n'a pas trouvé d'autres réalisateurs qui ont su la porter comme une véritable égérie. Et le plus beau cadeau que Lynch lui a fait, un de ses derniers films, c'est donc Inland Empire. Et c'est peut-être le cadeau que Laura Dern a fait à Lynch aussi. Parce peut-être. Les deux sont justes parce qu'en fait, Lynch, à un moment, après Mulholland Drive, il va plutôt se consacrer à Internet, à plein de projets alternatifs et plein de tentatives. Et donc, il va croiser Laura Dern par hasard. Elle lui explique qu'elle est sa nouvelle voisine. Et là, Laura lui dit, il faut absolument qu'on retravaille ensemble. Ça enclenche le désir de Lynch de lui écrire quelque chose, ce qu'il fait en un temps record. Et ça va donner un long monologue où une femme se confie à Dieu sur toutes les choses qu'elle aurait mal faites pendant sa vie. Et Lynch destinait cette séquence unique à Internet, à son site Internet. Et là, en fait, il dit « c'est tellement bon, c'est tellement fort que ça ne peut pas finir sur Internet, c'est un projet à part entière ». Et c'est là que se lance Inland Empire, qui effectivement est tourné sans script, un peu à l'inspiration, et qui est vraiment un face-à-face entre Laura et David, le cinéaste et l'actrice. Et donc, c'est vrai que c'est le dernier long métrage de David Lynch, même s'il fera Twin Peaks saison 3 après. Et le film est entièrement dédié à son actrice, où on retrouve les thématiques de Mulholland Drive sur le dédoublement, le monde hollywoodien pourri. Et donc, le personnage de Suzanne va passer des paillettes des plateaux de cinéma il y aura des avatars à la vie beaucoup plus trouble et on va mélanger rêve, cauchemar, illusion. Puis il revient... Un film assez âpre, je dirais quand même. C'est pas facile de rentrer dedans. Moi, j'ai du mal. Je me suis endormi plusieurs fois. Il revient quand même à ce qu'il faisait à ses débuts, parce que c'est effectivement un tournage qui va se faire sur plusieurs années. Il veut vraiment tourner avec une petite caméra.
D'ailleurs, c'est en numérique. C'est en numérique. Et puis de piètre qualité. De piètre qualité. Mais c'est ce qu'il voulait. C'est le grain d'image qu'il cherchait. Ouais. Il disait, comme ça, il y a plus de mystère. Mais c'est aussi que la caméra est si petite, la petite caméra DV, que du coup, il n'a pas besoin de chef-op. Donc, il n'a pas de chef-op cette fois-là. Donc, c'est un tournage un peu à l'arrache. Enfin, c'est très long, mais je veux dire, ça ne va pas du tout être les conditions précédentes. Puis, c'est surtout qu'après son expérience avec Mel Brooks ou Dino De Laurentiis pour Dune, même si Dino De Laurentiis dit c'est Universal qui a demandé à couper 1 heure, j'aurais pas dû laisser faire. Bon, il a quand même fait des trucs. D'où Dino, ça. Voilà, c'est le côté un peu mytho. Mais non, c'est surtout qu'en fait, il va chercher par la suite quand même des producteurs en Europe, comme beaucoup de cinéastes américains qui Francis Bouygues, il fait 3 films avec lui. TF1, mais c'est ça. et d'ailleurs, ce fameux dernier film a été produit par Studio Canal, et c'est son agent en France qui raconte, il dit, mais en fait, comme il n'y avait pas déjà de dire à Studio Canal, en fait, il n'y a pas de scénario, c'était compliqué, et le seul truc qu'ils ont eu à leur présenter, c'est un long plan fixe de Laura Dern qui pleure et qui crie, et ils ont signé là-dessus. C'était quand même un coup de poker c'est fou. Monumental, surtout si après ils ont vu les images, et comme tu dis, la qualité, le grain de l'image est... Donc là, il était dans sa phase de nouveau expérimental, tu as raison, quand tu le présentes sous cet angle, et il était intéressé par les nouvelles possibilités du numérique. Et d'Internet. C'est vrai que c'était concomitant. Il a même, on l'avait vu pendant le Covid, il avait fait des petits courts-métrages, tout ça. Il a toujours aimé ça, les nouvelles formes. Voilà. Et il avait même fait, donc, pour un sitting, il avait fait une espèce un sitting avec une vache pour faire du lobbying pour que Laura Dern ait un Oscar. Bon, ça n'a malheureusement pas marché. Mais on peut voir quelques images sur Internet, c'est très mignon, on le voit. Donc sur la rue comme ça, à un angle, et les gens vont le voir et il dit oui, c'est pour Laura Dern que je fais ça. C'est tout Lynch, c'est drôle, c'est tellement drôle. Mais oui, c'est tellement mignon. Alors parlons quand même de l'Elephant Man dans la pièce, pendant ce petit jeu de mots. C'est Twin Peaks, bien sûr. Comment ne pas parler de Twin Peaks quand on parle des femmes et des bobines de David Lynch. Twin Peaks, c'est donc une série monstre, fondamentale, une des meilleures séries du monde, selon certains, qui passe actuellement sur Arte. En intégralité. Je ne l'ai pas fini, donc j'aimerais bien qu'on ne divulgue on va pas pas te dire tout. qui a tué Laura Palmer. Alors Nathalie, Twin Peaks, les bobines, Lynch. C'est là où on voit son génie pour filmer les femmes. Faire des saisissants portraits de femmes. Et là, comme il a beaucoup plus de moyens d'actrice, il peut vraiment explorer différentes facettes en présentant plus d'une dizaine de personnages féminins qui ont tous un trait singulier, une problématique de vie. Alors souvent, ces femmes souffrent. Donc d'abord, on va redire Laura Palmer, son égérie livide, qui n'est plus la prom queen, la reine du bal de promo dans sa blondeur, mais bien ce cadavre flottant qui ressemble à une sorte d'Ophélie dans l'eau. Et donc, je ne dirai pas de spoiler. Mais Dale Cooper va tout faire pour retrouver son meurtrier. Qui est joué par... Kagan. Tout à fait. Et en fait, dans Twin Peaks, il va mélanger les genres parce que oui, il y a un côté, avec ce détective de l'étrange, il y a un côté enquête, mais en fait, c'est une chronique sociale et familiale qui va verrouiller tous les archétypes américains, qui va faire exploser la famille américaine et qui va en fait reprendre les codes du soap opéra. Donc en fait, en quoi la télévision elle-même, la série télévisée a amené dans la société la violence, le sexe, le sang. Et c'est ça qui est absolument génial dans Twin Peaks. Et alors, dans sa galerie de personnages féminins, il y a bien sûr Laura, mais il y a aussi ses amis. Donc Donna, où là, il y aura le fil du teen movie lié à son histoire d'amour avec James. Il y aura sa cousine Maddie. Donc, comme Lynch adore les doubles, Laura Palmer, morte, est jouée par Cheryl Lee. Et donc, elle revient, elle a quand même un rôle de vivante dans la cousine Maddie. Donc, ça permet de jouer sur comme dans les les doubles. soaps, dans les mauvais soaps, où il y a le cousin terrible. C'est le sosie. Le frère caché. Vous avez ensuite Audrey Horne, qui elle est beaucoup plus à la fois très belle mais plus intrépide, qui va vouloir elle aussi mener l'enquête, qui va passer de l'autre côté. Qui elle a un peu le côté quand même Marilyn, complètement dans le physique, les formes. Complètement. Vous avez Shelley, la serveuse, qui se fait battre par son routard de mari, Léo Johnson, qui traîne dans des affaires louches. Vous avez Nadine. Qui voit que son mari est amoureux de
amour de lycée, bref, et qui du coup, Nadine Laborgne, qui va être omnubilée par ces rideaux à coulisses silencieuses. C'est un personnage. Elle veut déposer un brevet. Voilà. Et je m'arrête là, mais la dame à la bûche. La dame à la bûche, donc Catherine Coulson dont on a parlé, qui a, dans sa vie n'a fait que ce rôle-là. Quand même une femme avec une bûche, mais qui est presque devenue mythique. C'est la mascotte de Twin Peaks, et Lynch disait dans toutes les petites villes, il y a toujours une femme excentrique. Maintenant on dit un peu le fou du bus, mais c'est la nouvelle expression qu'on entend, mais c'est la femme à la bûche. Et en fait, Lynch voulait lui faire, ça n'a pas eu lieu, mais voulait lui faire une série télévisée, ce que c'est ma bûche, enfin tout ce qu'on peut demander à sa bûche. Et en fait, il imaginait toute une histoire derrière le personnage, qui est que son mari serait mort dans un incendie. Du coup, cette dame à la bûche, elle aurait clôturé la cheminée. Bref, voilà, c'est toujours ces idées excentriques mais géniales. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi dedans donc, Grace Zabriskie qu'on retrouve dans Sailor et Lula, en tueuse qui boite, qu'on retrouve aussi dans Seinfeld, dans un autre rôle, mais bon voilà. Il y a pas mal de... Et donc toutes ces actrices vont se retrouver après dans la version 2017, parce qu'il va revenir donc 20 ans plus tard, dans la 3e saison de Twin Peaks, alors que personne s'y attendait. Mais il l'avait dit dans la série quand même, qui reviendrait 20 ans après. Dans la série, il y avait la promesse qu'on se retrouvera dans 25 ans. Et donc, 1991, fin de la saison 2 plus 25, ça fait 2016. Alors, c'est sorti en 2017. Oui, ça ira. Non, mais parce qu'il a pris un an de retard. Ah C'était oui. vraiment annoncé pour être 25 ans plus tard. Comme si Lynch répondait à la prophétie de sa trouble héroïne fictionnelle, quoi. Et là, il va y avoir donc d'autres actrices qui vont se rajouter au casting, notamment Laura Dern, va avoir Jennifer Jason Leigh, Amanda Siegfried, Monica Bellucci. Naomi Watts. Enfin, là, c'est toutes les actrices blonde, brune d'Hollywood, quoi. C'est incroyable. Oui, il va complètement étendre l'univers originel, voire parfois il va en prendre le contre-pied. Mais ce qui est très intéressant par rapport aux personnages, c'est qu'on peut voir comment ils ont évolué. Certains ont eu une belle vie, voire une forme de rédemption, et d'autres ont eu... Par exemple, la magnifique serveuse de Double R, qui était déjà violentée par son mari dans la saison 1, elle est 25 ans après, toujours avec des bad guys qui la maltraitent. Donc, et là, je n'en dirai pas plus. Mais... Merci. Non, mais il y a aussi, du coup, que va-t-il faire ? Et je ne répondrai pas, que va-t-il faire de Laura Palmer ? Et là, il y a quelque chose de très beau. Oui, parce que là, il y a peut-être des gens qui vont commencer à le découvrir sur Arte. Donc est-ce qu'il faut commencer par... Parce que moi, j'ai toujours pas vu la saison 3. Donc, est-ce qu'il faut commencer par le film qu'il a fait, Firewalk With Me ? Non, absolument pas. Pas dans l'ordre chronologique, alors. Non. Il faut commencer par la saison 1 saison de Twin 1, Peaks. Saison 1, saison 2, après le film ? Après le film Firewalk With Me en 92, qu'il le fait parce qu'il dit qu'il était tombé amoureux de son héroïne, parce qu'elle était pleine de contradictions, à la fois radieuse en surface et très friable à l'intérieur. Et donc, il voulait la filmer. Il n'arrivait pas à la lâcher. D'accord. Son héroïne. Hein. Oui. Le problème du film, il a été détesté parce que c'est vraiment un chemin de croix, une sorte de calvaire. Mais encore une fois, ça dénonce les violences faites aux femmes. Et en cela, moi, je trouve que c'est un film qu'il s'agit de revoir et que j'aime beaucoup personnellement. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cet univers Twin Peaks, c'est que David Lynch joue aussi un rôle dans la série. Et ça, c'est un petit bonheur, ce personnage absolument sourdingue qui hurle sur Dale Cooper dès qu'il veut lui dire un secret. Très bon comédien, David Lynch. Non, il est génial. Il jouait un petit rôle dans la série de Louis C.K. Louis, et il est incroyable, où il le forme à être un host de Night Show. Exactement. Et il est formidable. Mais il n'avait pas joué John Ford aussi dans un bien sûr, son dernier rôle. Dans The Fableman de Spielberg, en fait, il joue John Ford, qui dit au petit Spielberg, de mémoire, hein, si la ligne d'horizon est en bas, ça va. Si c'est très en haut, ça va. Si c'est au milieu, c'est de la grosse merde. Bonne soirée, au revoir. C'était le cours de mise en scène. Did you want to tell me something, Adam? This is the girl. Excellent choice. This is the girl, excellent choice. On ne peut pas ne pas parler non plus de Mulholland Drive, hein, qui est peut-être le film le plus lynchien, je ne sais pas, de sa filmographie. Il est dans la lignée des précédents, mais c'est celui qui a rencontré le plus grand succès. Donc
c'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Lynch. D'ailleurs, donc tu commencerais par ça si tu. Pour quelqu'un qui voudrait découvrir, allez, en douce. Ah, c'est marrant, c'est pas celui qui m'a fait l'effet le plus Lequel doux, Ah. Mulholland Drive. Ouais. Moi, je l'ai revu et j'avais oublié à quel point c'était drôle, mais c'est une comédie en fait pour moi. Oui, mais il y a quand même des scènes aussi Oui, bien sûr. extrêmement dures. Mais non, mais on est subjectif et on est plus lucide quand on passe son temps à voir les films de Lynch, comme ça a été mon cas, donc je ne sais pas. Mais mais c'est son film vraiment qui le porte au firmament. Alors, il s'inscrit dans une longue lignée de films sur Hollywood, de films méta qui vont montrer les coulisses et l'envers du décor. Et donc, on a cette héroïne ingénue, blonde, jouée par Naomi Watts, qui débarque à Los Angeles des paillettes plein la tête, qui se fait accueillir par un couple de vieillards tout sourire. Et en fait, tout sent la lumière artificielle, le carton-pâte. Et dans cette première partie d'intrigue, là aussi, je ne ferai pas de spoiler, vraiment, on a l'impression qu'elle va percer, elle va devenir une star. Elle rencontre le personnage joué par Laura Harring, qui est donc Rita, qui est amnésique. Betty va jouer à l'apprentie détective. Bref, on va comme ça passer des paillettes hollywoodiennes au pire backroom. Le rêve va se transformer en cauchemar. Il y aura une redistribution des identités. Et en fait, c'est une dénonciation au vitriol des liens entre mafia et cinéma. Donc, This is the girl, ce n'est plus ton film. Bref, il y a des hommes d'affaires ultra louches. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière le monde hollywoodien. Et donc, la version alternative de l'histoire est bien plus sombre, avec, on doit quand même dire, une version lumineuse, une très belle histoire d'amour entre femmes, et version sombre, un cauchemar. Et on en revient toujours à Hitchcock, Vertigo, les deux films dans le film. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir au casting alors une actrice, je ne sais, peut-être que tu veux pouvoir nous dire comment elle est arrivée là, Anne Miller, qui fait le rôle de pas de la concierge, mais de la plus ou moins propriétaire des lieux, qui, elle, est un pur produit de l'industrie hollywoodienne, MGM, à partir des années 30, enfin milieu 30-40, où elle, c'est une danseuse qui va faire carrière à Hollywood en mentant sur son âge, en se faisant engager dans un Frank Capra, en disant « Bien sûr, je suis majeure », alors qu'elle n'a que 14 ou 15 ans, et qui va faire les grandes comédies musicales avec Gene Kelly, Fred Astaire. Et... Je suis contente que tu aies rappelé ça, parce qu'en fait, le truc de Mulholland Drive, c'est le rêve de Betty, qui va être transcrit dans la mise en scène, c'est le Hollywood glamour des années 30. Donc Anne Miller, elle n'est pas du tout choisie au hasard, donc c'est une grande vedette des claquettes années 30-40, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, elle représente cet imaginaire qui est peut-être très beau, mais qui est falsifié, et qui va être la vision de Betty avant qu'il n'y ait la dégringolade et le cauchemar et l'envers du décor beaucoup plus sombre. Donc pour toi, parce qu'effectivement, dans Mulholland Drive, l'idée c'est qu'on ne sait pas si c'est le paysan qui rêve qu'il est un papillon, enfin le philosophe qui rêve qu'il est un papillon, ou le papillon qui rêve qu'il est un philosophe. Pour toi, donc la deuxième version, c'est la version, la première version, c'est la version rêvée de Betty. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de solution finalement. Il n'y a pas de solution en fait, et c'est pour ça il faut pas bêtement se dire c'est le rêve. Si, mais c'est le rêve de Betty et c'est la réalité qui est cauchemardesque. C'est plus compliqué que ça, les rapports rêve-cauchemar chez Lynch. C'est pour ça que je parle du redistribution des identités et de versions alternatives. Et Lynch ne voulait absolument pas que l'on résolve ces mystères, donc il n'y a pas de clé. Oui. La boîte bleue de Mulholland Drive, et Lynch ne voulait absolument pas expliciter ses films, il voulait que cela parle au subconscient du spectateur. En fait, c'est lui qui a créé le multivers. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la première partie de l'histoire, on a cette lumière artificielle, on a les vieillards qui sourissent comme des... Ils font peur. Et il y a une scène de danse magnifique de Jitterbug, c'est aussi les années 30, et les vieillards, ils reviennent à la fin, et en fait, ce sont les bourreaux de Betty qui est devenue Diane Selving. Et en même temps, les cauchemars chez Lynch ne sont pas forcément des trucs, je parle en termes plutôt de réalisation, de lumière, tout ça, ne sont pas des trucs sombres du tout, parce que la fameuse Red Room dans Twin Peaks, c'est quand même hyper léché. On parlait du côté hollywoodien, les rideaux rouges Minelli, très, très pétants. C'est le truc glauque, c'est la plongée dans l'oreille dans Blue Velvet, mais finalement, dans le rêve, c'est... Oui, en fait, il va jouer sur toute la palette, et c'est pour ça qu'elles sont sans cesse brouillées de... réalité embellie, idéalisée, cauchemar, hallucination. Et il y aura plein de modalités différentes. Donc il y a quand même des cauchemars extrêmement sombres dans son univers. Pense à Eraserhead par exemple. Oui, c'est vrai. Mais la chambre rouge
de Twin Peaks ne l'est pas. Tout ce que tu dis est très juste. En fait, il était passionné par les rideaux qui symbolisent l'arrière-monde. On va soulever le rideau et aller voir dans les profondeurs de la nature humaine, on gratte la surface, etc. Donc cette chambre rouge, elle est complètement onirique, des couleurs pétantes, et elle renvoie, en fait, c'est un peu le lieu du rêve. Limite, c'est là où se produit le récit. Il y a des zigzags, ça rappelle les ondes radiophoniques. Il y a un dispositif de show télé. Donc là, c'est plus quasiment une réflexion sur la production de la fiction. Et dans cette chambre rouge, il y a tous les phénomènes étranges qui se passent, mais c'est vrai qu'elle n'est pas angoissante, celle-là. Elle est plutôt décalée. Parce que la série Twin Peaks, elle a beaucoup plu parce qu'elle mélange le tragique et le comique. Elle mélange plein de registres. Et la chambre rouge en fait partie. Pour terminer, est-ce que on peut dire que le cinéma de Lynch est un cinéma avec des grands rôles de femmes, un cinéma féminin? Qu'est-ce que tu dirais pour conclure sur ces bobines de Lynch? Il a magnifiquement mis en scène ses actrices. Il a réussi à leur faire interpréter des palettes d'émotions qui représentent la dualité ou la multiplicité de la nature humaine. Je trouve que c'est un grand portraitiste de femmes et il n'a pas évacué les sujets difficiles ou sombres comme les violences. Exactement. Et alors, on dit souvent, on emploie souvent maintenant ce terme, parce qu'on va passer au quiz, bien sûr, des bobines, pour terminer cette émission. On emploie souvent le terme de lynchien, un peu à tort et à travers. Est-ce que tu as une définition, toi, de lynchien? Parce que finalement, c'est assez compliqué d'en trouver une. Non, parce que ça, en fait, en fonction des interlocuteurs, ça peut vouloir dire surréaliste, baroque, ce mélange rêve-cauchemar. Lynch, ce qu'il répétait, c'est comme ça que je vais finir, c'est il faut être fidèle à ses visions, à ses idées, tout faire pour les porter à l'écran, aussi bizarres soient-elles, aussi pleines d'éléments contraires, incongrus. C'est ça que je retiens. Belle définition, non, c'est bien. Alors ça ce qu'on appelle, quand on dit lynchien, donc c'est un adjectif tiré d'un nom commun, on appelle ça une antonomase. Je ne sais pas si vous le saviez, bref. Donc je vais vous donner dans ce petit quiz quelques définitions d'antonomase, et il faudra deviner l'adjectif et le nom propre d'origine. Bon, c'est pas très compliqué, ça peut se trouver. Alors première antonomase, quand un écrit est grivois, que ça parle de ripaille et de cuisse, on dit que c'est Rabelaisien. Rabelaisien, effectivement, ça vient de Rabelais. Tu savais, Lou? Oui, je savais parce que j'ai été au festival Rabelais voilà. Il y a quelques années. Alors, deuxième antonomase, quand un film dépeint au vitriol la bourgeoisie de province. On dit que c'est un film chabrolien, effectivement. Il y a des Chabrol en ce moment sur Arte. J'allais dire balsacien, mais c'est mieux Chabrol. Alors, je parlais d'un film, effectivement. Mais c'est vrai que Chabrol, on dit un peu, c'est un peu un cliché, mais quand on parle de la bourgeoisie de province, on dit chabrolien. Quand quelque chose, un film est oppressant, non, pas un film, mais quand quelque chose est oppressant, absurde et cauchemardesque. Kafkaïen. Effectivement, c'est souvent on confond, pas on confond, mais en tout cas, on pourrait dire des fois kafkaïen, lynchéen, ça peut se retrouver. Alors, Lynch a espéré faire une adaptation de la Métamorphose de Kafka. Avant-dernier, quand un récit est plein de rebondissements, d'aventures remplies de péripéties invraisemblables, extraordinaires, on dit que c'est un récit plein d'aventures, de rebondissements. Picaresque, non, pas loin, c'est rocambolesque. Ah, Rocambole, bien sûr. Rocambole, un personnage de fiction créé par Pierre Ponson de Terrail dans le roman feuilleton Les Drames de Paris. Et oui, ça tu connaissais pas, Lou. Et enfin, dernière antonomase, quand on nourrit une passion quasi érotique pour des acteurs français des années 40 alors qu'on est né après les années 2000. Bobinien, effectivement, en hommage à Lou Bobin, qui est parmi nous. Parce que je trouvais pas. Merci à tous, c'est la fin des bobines. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram, les Bobines Podcast, à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute disponibles. Et un grand merci, Nathalie, d'être venue nous parler de Lynch, et ce qui fait que maintenant j'ai un peu mieux compris Mulholland Drive. Donc merci. On rappelle, le titre de l'ouvrage, c'est Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou, édité chez Webec, et disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci, à bientôt. Merci à vous. Ciao, bye. When it's the same range, you look on me, Steen. You know, for someone, I'm a judge, God, David is a sham.